L'empereur Qin Shi Huang, fondateur de la première dynastie, s'était fait construire un mausolée gigantesque avec 8000 soldats grandeur nature en terre cuite. Il avait aussi ordonné que tous les livres soient détruits. Évidemment, ça n'a pas aidé pour l'histoire des mathématiques chinoises. À propos d'armée, Han Xin est un des plus grands généraux que la Chine ait connu. Quelqu'un capable de faire ou de défaire un empire par sa seule vision stratégique. Capable aussi de se laisser humilier et de ne pas chercher à se venger par la suite. Capable de se souvenir d'un bienfait et de le rendre au centuple. Bref, un véritable héros. Un jour, Han Xing avait mené une armée de 1500 soldats dans une bataille, dans laquelle 4 à 500 soldats avaient disparu. Quand les soldats survivants se mettaient en rang par 3, il en restait 2. Quand ils se mettaient en rang par 5, il en restait 4. Et quand ils se mettaient en rang par 7, il en restait 6. Han Xing dit immédiatement: il reste 1049 soldats. Et c'est vous dire à quel point il était fort. J'aime bien vous raconter des légendes, mais je suis bien obligé de vous avouer qu'elles ne sont pas vraies. Celle-ci est apparue 15 bons siècles après Han Xing. Le problème mathématique qu'il résout s'appelle en Occident problème des restes chinois. Non, pas à cause de Han Xing. Pas non plus à cause de cet autre général, Sun Tzu. Il est encore plus célèbre que Han Xing en Chine. Il a écrit un art de la guerre environ 5 siècles avant notre ère. Le problème des restes chinois vient d'un homonyme du précédent, qui a vécu environ un millénaire plus tard. On ne sait pas bien quand. Il a écrit, et comme vous le constatez, un livre de mathématiques intitulé Le classique du calcul de Maître Sun. Bon, il va peut-être falloir se faire aider pour la traduction. Voici le problème 26 du chapitre 3. Soit des objets dont on ignore le nombre. En les comptant 3 par 3, il en reste 2. En les comptant 5 par 5, il en reste 3. Et en les comptant 7 par 7, il en reste 2. Combien y a-t-il d'objets? Rien n'est précisé sur la nature des objets, mais il y a peu de chances que ce soit des soldats, vu que la réponse est 23. Les explications sont succinctes. Règle. En comptant par 3, il en reste 2, posé 140. En comptant par 5, il en reste 3, posé 63. En comptant par 7, il en reste 2, posé 30. Faire la somme de ces trois nombres, obtenir 233. Soustraire 210 de ce total, d'où la réponse. Voilà. Il n'y a pas plus de détails. Vous vouliez une réponse, vous l'avez. Oh, vous pouvez vérifier, elle est correcte. Certes, ce n'est pas la seule, mais si vous connaissez un peu d'arithmétique, vous arriverez bien à retrouver pourquoi 140, 63 et 30, et d'où vient le 210 qu'il faut retrancher de la somme. Il n'y a pas d'autre trace du problème des restes chinois en Chine avant Yang Wei, au XIIIe siècle. On ne sait pas grand-chose de lui non plus, et ce portrait est probablement imaginaire. Il a écrit de nombreux mémoires. Tous n'ont pas été conservés. On y trouve un des premiers triangles arithmétiques en Chine et aussi quelques problèmes de restes chinois. Yang Wei commence par reprendre mot pour mot l'énoncé et l'explication de Sun Tzu. Il appelle la méthode de résolution découper des longueurs de tube. Mais je n'ai pas bien compris pourquoi. Ensuite, il donne d'autres exemples avec un habillage plus ou moins réaliste. Le nombre d'ouvriers est inconnu. En les payant,
on observe les variations suivantes. Quand on donne un chin de viande par 3 ouvriers, il y a un reste fractionnaire de 5 liang 8 chu, c'est-à-dire un reste de 2 ouvriers. Si on donne un huan pour 5 hommes, il y a un reste fractionnaire de 400 wen, c'est-à-dire un reste de 3 hommes. Quand on donne un taux de vin pour 7 hommes, il n'y a pas de reste. Trouve le nombre des ouvriers et le total de ce qui leur a été payé. De quel genre de problème concret ces questions venaient-elles? Oh, certainement pas du décompte des soldats, comme le voudrait la légende, ni de la paye des ouvriers, comme dans cet exemple. Non, le vrai problème était probablement d'origine astronomique. Une question récurrente dans l'histoire de l'astronomie est la synchronisation des cycles à partir de leur origine. Pensez par exemple au décompte des jours par année de 365 jours, par mois lunaire de 28 jours et par semaine de 7 jours. Chez les Chinois, on n'a pas retrouvé de texte prouvant l'origine astronomique. Par contre, les Indiens, eux, l'ont clairement énoncé. La première percée en Inde vient de Aryabhata. À l'âge de 23 ans, il a écrit un traité formé d'une suite de versets très condensés et, avouons-le, difficilement compréhensibles. Les versets 32 et 33 ont suscité une foule de traductions et d'interprétations qui ne sont pas toujours cohérentes. Voici juste le début d'une de ces traductions. Diviser le diviseur du plus grand reste par le diviseur du plus petit. La division mutuelle par le reste est poursuivie. Le dernier reste ayant une quantité intelligente pour multiplicateur est augmenté ou diminué par la différence des restes initiaux et divisé par le dernier diviseur, etc. Je ne vous explique pas la prise de tête pour comprendre l'algorithme. Oh, mathématiquement, au fond, ce n'est rien de compliqué. C'est une sorte d'algorithme d'Euclide pour résoudre l'équation ax moins by égale plus ou moins c, où a, b et c sont des entiers positifs, de même que les inconnus x et y. L'équivalent du calcul des multiplicateurs dans le théorème de Bézout. Plus d'un siècle après Aryabhata, la procédure a été expliquée par Bhaskara I. Non, pas celui de la Lilavati, un autre, 5 siècles avant. Comme l'algorithme d'Aryabhata réduisait les données initiales en nombre de plus en plus petit, ce Bhaskara lui a donné le nom de Kutaka, ce qui signifie broyeur ou pulvérisateur. Brahmagupta a montré toute la puissance du pulvérisateur et a mis en lumière la quantité de problèmes qu'il permet de résoudre. Le chapitre 18 de son livre d'astronomie mathématique est précisément intitulé Kutaka en algèbre. Il y montre le fonctionnement de l'algorithme d'Aryabhata, il donne des exemples et surtout, il établit clairement la relation avec le calcul astronomique. Le premier verset du chapitre dit « Du fait que peu de questions se résolvent sans le pulvérisateur, je vais proposer son étude, en même temps que des problèmes. » Et ce sont surtout des problèmes de cycles astronomiques qu'il propose. Celui qui trouve le cycle pour 2, 3, 4 ou plus de planètes, à partir des temps écoulés de ces planètes, connaît la méthode du pulvérisateur. Et il donne des exemples explicites de calcul sur les astres visibles. Les jours des cycles planètes du Soleil et des autres sont Soleil 1096, Lune 137, Mars 685, etc. Bien sûr, résoudre des équations de congruence avec d'aussi grands nombres n'est pas pratique. Donc, Brahmagupta prend un exemple plus simple. Quel nombre divisé par 6 a un reste de 5
et divisé par 5 à un reste de 4, et par 4 un reste de 3, et par 3 un reste de 2. Ce genre d'exemple va être repris par les successeurs de Brahmagupta, avec pour certains des habillages beaucoup plus pittoresques. Et pour un habillage pittoresque, on peut toujours faire confiance à Mahavira. À l'orée lumineuse et rafraîchissante d'une forêt, il y avait de nombreux arbres dont les branches ployaient sous le poids des fleurs et des fruits. Des arbres tels que des jambous, des bananiers plantains, des grenadiers et des manguiers. Les différentes parties de la forêt bruissaient des chants des perroquets et des coucous que l'on trouvait près de sources ornées de lotus environnés d'abeilles vrombissantes. Un groupe de voyageurs épuisés pénétra dans cette forêt avec délice. On s'y croirait. Une fois planté ce décor idyllique, Mahavira le rentabilise par une bonne vingtaine d'exercices. Du style: il y avait 63 tas de bananes plantains avec 7 fruits restants. Ils furent partagés parmi les 23 voyageurs sans qu'il y ait de reste. Dis-moi combien y avait-il de bananes dans un tas? Ou encore: à nouveau avec 12 tas de grenades plus 5 fruits, distribués de même entre 19 voyageurs, donne la mesure d'un tas. Et en changeant de fruits, un voyageur voit des tas de mangues et fait 31 tas moins 3 fruits. Quand ces 31 tas sont divisés équitablement entre 73 hommes, il n'y a pas de reste. Et en plus compliqué, sur le chemin, les voyageurs virent des tas de jambous. 2 de ces tas furent partagés entre 9 à 7, en laissant 3 fruits de reste. À nouveau, 3 tas furent partagés entre 11 personnes et le reste fut 5 fruits. Ensuite, 5 de ces tas furent partagés entre 7 et il resta 4 fruits. Ô toi, arithméticien qui connais la signification de la procédure de distribution du Kutikara, dis-moi le compte d'un de ces tas. On en mangerait. Alors, à côté de l'exubérance de Mahavira, l'habillage des problèmes de reste chez les mathématiciens arabes et européens des siècles suivants paraît un peu terne. Comme ce problème 23 dans les récréations mathématiques et physiques de Jacques Ozanam en 1694. Trouvez combien il y avait de louis d'or dans une bourse qu'une personne dit avoir perdue et qui assure qu'en les comptant 2 à 2 ou 3 à 3 ou 5 en 5, il en resterait toujours un, et qu'en les comptant 7 à 7, il n'en restait point. Le suivant est plus truculent, mais je ne sais pas de quand il date et je ne connais pas son origine. 17 pirates s'emparent d'un lot de pièces d'or toutes identiques. Leur loi exige un partage à égalité. Chacun doit recevoir le même nombre de pièces d'or et s'il en reste, elles sont attribuées au cuisinier de bord. Dans le cas présent, la part du cuisinier serait de 3 pièces. Mais les pirates se querellent et 6 d'entre eux sont tués, ce qui porte la part du cuisinier à 4 pièces. Au cours d'une terrible tempête, le bateau fait naufrage et ne survivent que 6 pirates et le cuisinier. Par bonheur, le butin est sauvé. La part du cuisinier est maintenant de 5 pièces. Que peut espérer gagner le cuisinier lorsqu'il décide d'empoisonner le reste de l'équipage, sachant que c'est la plus petite des solutions possibles? Ne me demandez pas pourquoi le fait d'empoisonner le reste de l'équipage est la plus petite des solutions possibles. Cet énoncé n'est pas de moi. En même temps, peut-être que le cuisinier aurait mieux fait d'utiliser un pulvérisateur plutôt que du poison.
Qu'en pensez-vous?